Merci beaucoup de votre présence. Et avant tout, avant que je commence, je voudrais vous dire que si vous avez des questions durant l'exposé, n'hésitez pas à lever la main, je serai très heureux d'y répondre. Et si jamais j'utilise un jargon inapproprié, ce qui arrive souvent chez les scientifiques, eh ben aussi levez la main et faites-moi signe. Voilà. Donc, dans cette conférence, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous livrer le secret de la synthèse de l'or. Et vous allez voir très vite que ça vous sera d'aucune utilité pratique. Parce qu'en vérité, les chaudrons dans lesquels on peut façonner cet or vont nous emmener, ou plutôt la quête de ces chaudrons, va nous emmener dans un univers vraiment de l'extrême, où on va parler d'astres étranges, d'étoiles qui explosent, d'étoiles qui se dévorent l'une l'autre, voire d'étoiles qui s'annihilent en quelque sorte, de rayons gamma, de tremblements d'univers et d'autres choses assez extrêmes. Mais j'insiste sur un point crucial, c'est que cette histoire est basée sur des faits réels, et surtout des faits qui ont été vérifiés par l'expérience. Et ça, c'est très important parce qu'une théorie qui n'a pas été vérifiée par l'expérience reste une spéculation. Et on veut toujours valider nos résultats ou nos rêves par des résultats observationnels. Et pour cette raison, j'ai décidé d'organiser la conférence de la manière suivante, c'est-à-dire de vous présenter cette histoire de l'or dans l'univers, comment l'or est arrivé dans nos mines et puis sur nos mains, sur nos alliances. Cette histoire de l'or, j'ai décidé de vous la présenter selon la chronologie de la communauté de chercheurs qui a permis d'obtenir ces extraordinaires résultats expérimentaux et observationnels, et qui font, ces résultats qui font qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on comprend dans ces grandes lignes l'histoire de l'or dans l'univers. Et par ailleurs, comme je vais faire appel souvent dans cet exposé, comme je vous l'ai dit, à des phénomènes assez étranges, qui sont en réalité des étoiles ou des systèmes astrophysiques qu'on ne voit pas à proximité de chez nous, qui sont des événements extraordinairement rares, dont on ne glane que quelques bribes d'informations depuis les confins de l'univers, eh bien, je vais faire appel à de nombreuses animations et vidéos et images créées par ordinateur. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce que ces images aujourd'hui sont d'une telle qualité qu'on pourrait les confondre avec des images réelles d'astrophysique, vous verrez à chaque fois, lorsque j'utiliserai une de ces images, un petit symbole caché, qui sera pas trop caché j'espère, un petit symbole qui sera une palette de couleurs de peintre. Voilà, j'essaierai de vous le rappeler, mais vous les verrez. Voilà, donc laissez-moi commencer, puis peut-être poser le décor de la manière suivante, en vous rappelant, en vous expliquant que nous vivons donc dans un système solaire qui lui-même réside dans la banlieue de notre galaxie. Notre galaxie ressemble un petit peu à cette galaxie représentée ici, qui est en fait la galaxie voisine. Et dans ce système solaire a été formé par la condensation de grandes masses de gaz. Et donc tous les éléments qui sont présents sur Terre aujourd'hui étaient présents dans cette masse de gaz. Ce qui veut dire que l'or que l'on va chercher au fond des mines a toujours été présent dans ce gaz, dans la Terre, et il était présent déjà dans ce gaz. Donc ça nous emmène déjà 4,5 milliards d'années en arrière au moment de la formation de la Terre. Donc notre quête progresse un petit peu, mais il faut comprendre maintenant quel est le système astrophysique, quel est l'objet qui a produit cet or et qui après l'a dispersé dans le milieu de la galaxie et jusqu'au jour où finalement le système solaire se forme et prend ce gaz et l'intègre dans la Terre. Cette image qui est représentée ici, donc ce sont deux vraies images astronomiques, et cette image qui est représentée ici est une image qui a été obtenue il n'y a pas si longtemps, peut-être une dizaine d'années, et ça vous montre justement l'embryon d'un système solaire. Donc c'est un système qui a quelques centaines d'années-lumière de nous, qui est en train de former, son étoile est déjà formée, elle est en train de former son cortège de planaires. Donc c'est vraiment pour illustrer ce phénomène. Il faut bien comprendre en effet pourquoi est-ce que l'or était déjà présent dans le gaz. C'est parce que nous vivons dans le monde de la chimie. Et il faut bien distinguer tout ce qui est chimie de tout ce qui est nucléaire. La chimie, c'est ce qui permet de convertir des assemblages d'atomes les uns en les autres. Mais la phrase célèbre d'Antoine de Lavoisier qui disait qu'en chimie, rien ne se crée, rien ne se perd et tout se transforme, veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que cette table des éléments chimiques, cette classification périodique de Mendeleïev, vous montre l'ensemble des éléments chimiques, et au travers d'une réaction chimique, ces éléments vont rester intègres. Donc si par exemple je voulais faire du muscat corse, qui est si délicieux, eh bien je transformerais du sucre en alcool. Le sucre, ce sont des chaînes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène.
l'alcool également. Et dans cette transformation où je vais transformer le sucre en alcool et en dioxyde de carbone, le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'oxygène et d'hydrogène resteront conservés. Je n'aurais changé aucune espèce en une autre, j'aurais juste remodelé les chaînes qui lient ces atomes les uns aux autres. Ça, c'est le monde de la chimie. Et le monde de la chimie, c'est vraiment le monde qui nous entoure, parce que tous les phénomènes chimiques se déroulent à des températures qui sont de l'ordre de celles que nous connaissons, voire un peu plus quand on fait cuire nos pâtes, etc. Et il faut bien distinguer ce monde de la chimie du monde du nucléaire qui va nous intéresser ici, parce que le monde du nucléaire, c'est celui qui permet la transmutation d'un élément en un autre, d'une espèce chimique en un autre. Et si je veux former de l'or, si je veux façonner de l'or, j'ai besoin d'un chaudron nucléaire. Et c'est précisément ce que nous allons rechercher dans cet exposé. Le monde du nucléaire, c'est généralement un monde qui fait intervenir des énergies très élevées, et donc des températures très élevées. C'est pour ça aussi qu'on parle de chaudron. Et vous le verrez par la suite, ces températures peuvent être de l'ordre de la centaine de millions de degrés, et pour ce qui nous intéressera, ce sera plutôt de l'ordre du milliard de degrés. Donc on cherche vraiment des systèmes extrêmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre histoire? Ça veut dire qu'on cherche un chaudron, encore un site astrophysique qui va façonner de l'or, qui va le cracher dans le milieu galactique, et après cet or ne changera jamais. Il restera tel qu'il est, il pourra peut-être se lier par des réactions chimiques, mais il restera intègre jusqu'à ce qu'il soit pris dans la formation de la Terre. Alors on connaît bien dans l'ensemble l'origine des éléments chimiques depuis les années 50, grâce à des travaux, notamment du physicien Fred Hoyle et de quelques collaborateurs. Ils ont écrit un papier très célèbre dans lequel, sur la base des connaissances en physique nucléaire et des connaissances en évolution stellaire, ils ont été capables de dire tel élément a été produit par telle étoile, dans tel lieu, etc. Et vous connaissez peut-être cette phrase célèbre où on dit « nous sommes tous poussière d'étoiles ». C'est exactement ce que cela veut dire. Le carbone qui fait partie des chaînes organiques de la vie, donc qui nous compose, ce carbone a été produit au cœur des étoiles comme notre Soleil, qui est représenté ici. Et au passage, je vous montre ce petit symbole, ce petit symbole précisément de la palette de couleurs indiquée ici, qui vous montre bien que c'est une image de synthèse, même si dans ce cas-là, c'était un peu évident, parce qu'on ne peut pas voir d'étoiles comme ça. Donc voilà, donc notre étoile, les étoiles, ce sont des chaudrons nucléaires en leur cœur, parce que la température est suffisante, elle atteint pour le Soleil de l'ordre de la centaine de millions de degrés, et ça permet de synthétiser les éléments. On peut prendre des éléments comme l'hydrogène, les faire fusionner pour fabriquer de l'hélium. Après, on peut prendre l'étoile dans un stade plus avancé, va prendre ses noyaux d'hélium, et puis elle va façonner du carbone 12. Aussi de l'azote et un peu d'oxygène. Et puis ça sera tout pour le Soleil. Après, au bout de plusieurs milliards d'années, 10 milliards d'années en fait pour le Soleil, elle va mourir, et en mourant, elle va relâcher ce qu'elle a créé en son sein dans le milieu galactique, et enrichir ainsi le milieu en éléments lourds. On dit lourds en métaux comme le carbone. C'est du jargon. Voilà. Et donc on comprend bien dans l'ensemble, lorsqu'ils ont fait leur travail, ces physiciens ont montré la liste des sites astrophysiques où on pouvait fabriquer telle ou telle espèce chimique. Mais il y avait un trou dans leur classification pour les éléments les plus lourds auxquels l'or appartient, en particulier l'or. Parce que pour ces éléments-là, ils avaient vite compris qu'il fallait des conditions tellement extrêmes. En fait, étant donné les connaissances de l'époque, ils ne voyaient pas très bien dans quel site cela pouvait être fabriqué. Et il a fallu attendre le progrès des années et des années, une bonne vingtaine d'années, voire 30 ans, pour que les premiers travaux vraiment sérieux apparaissent sur le sujet et proposent des sites pour créer cet or. Et l'article fondateur sur l'histoire de l'or dans l'univers, c'est cet article-là que je vous présente ici, de ces 4 auteurs, ces 4 physiciens, Eichler, Livio, Piran et Schramm, dont 2, malheureusement, Eichler et Schramm, sont décédés maintenant. Et ce sont des physiciens qui, à la fin des années 80, ont proposé une idée qui, à l'époque, était complètement folle et qui a été reçue comme telle, un peu comme par la communauté scientifique, dans un article qui, finalement, est assez court. Et le titre est très compliqué, parce que là, c'est vraiment du pur jargon, mais on va le déchiffrer au cours de la conférence, parce que je vais vous montrer, justement, que dans cet article, il faisait plusieurs prédictions, et qu'aujourd'hui, c'est un résultat assez récent, finalement, qui date d'il y a 6 ans, et bien aujourd'hui, on a enfin validé l'ensemble de ces prédictions, qui fait qu'on pense effectivement que cet article avait donné la bonne voie pour synthétiser l'or, et que c'est ainsi qu'on va fabriquer l'or dans l'univers. Alors un terme qui revient souvent dans ce domaine, c'est celui de nucléosynthèse, et c'est le processus de création des éléments chimiques, notamment dans les étoiles. Alors commençons cet article, donc
proposait la chose suivante, c'est que pour créer de l'or, il faut fabriquer 2 étoiles à neutrons, qui sont des astres très particuliers, les faire se marier, en réalité les faire entrer en collision l'une avec l'autre. Et dans ce cas-là, on créera, lors de cette explosion gigantesque, les conditions pour fabriquer de l'or. Alors c'est un scénario qui est, encore une fois, qui est très, très fou à l'époque, mais qui fait certaines prédictions observationnelles et qu'on va pouvoir vérifier. Et ces prédictions sont les suivantes. C'est que d'abord, il y a une association avec des phénomènes qu'on appelle les sursauts gamma, qui sont des événements, des flashs gamma qu'on voit dans le ciel. La deuxième, c'est qu'on devrait avoir une signature non ambiguë de ces phénomènes par une signature par ce qu'on appelle un rayonnement gravitationnel. Et la troisième, c'est qu'on devrait voir un éclat particulier dans le ciel. Donc je vais prendre ces faits les uns après les autres et vous montrer un peu l'histoire de cette découverte en réalité. Alors le premier, donc ces histoires de flash gamma, ça nous renvoie bien longtemps en arrière, dans les années 50, 60, en pleine guerre froide, quand les États-Unis cherchaient à savoir ce qui se passait en Union soviétique, et en particulier, ils avaient construit leur bombe A, leur bombe H, chacun de leur côté. Je ne sais pas si vous avez vu le film Oppenheimer, mais si c'est le cas, vous êtes parés pour la suite de l'histoire. Donc c'est la pleine guerre froide, ils cherchent à suivre ce que faisait l'Union soviétique, et ils ont lancé pour ça des constellations de satellites, les satellites appelés Vela, donc un est représenté ici. Et l'idée, c'est que lorsque vous faites un essai d'une bombe nucléaire, thermonucléaire, ça crée des conditions, ça dégage une énergie telle, c'est un phénomène nucléaire, ça sera un thème récurrent dans la suite de l'exposé, c'est que vous créez des conditions telles que vous allez dégager du rayonnement gamma. Le rayonnement de gamma, c'est une forme de lumière, mais c'est une lumière très dure, parce que très dure veut dire à très haute fréquence ou très énergétique. Donc c'est pour ça qu'elle est associée à des explosions nucléaires. Ce qui est représenté ici en bas du transparent, c'est justement la décomposition de la lumière, comme on peut faire dans un prisme, mais sur une gamme beaucoup plus grande. Nos yeux ne voient que la lumière visible, mais il existe d'autres formes de lumière, dont vous avez déjà entendu parler, l'infrarouge ou l'UV, mais même les X et les gamma. Donc quand on va vers la gauche, ce sont les rayonnements de haute fréquence, les rayonnements très énergétiques. Donc vous lancez un satellite avec un détecteur gamma qui regarde l'URSS, vous captez du rayonnement gamma, vous êtes capable de mesurer avec précision ce qui se passe, quel type d'arme a été utilisé, de quelle puissance, etc. Mais une des grandes surprises de ces années, c'est que donc ils voyaient ce qui se passait en URSS, ils n'ont pas trop dit, en fait, ça n'a pas été déclassifié. Par contre, ils ont rapidement déclassifié l'information selon laquelle du rayonnement gamma avait une origine extraterrestre. Pas extraterrestre au sens des aliens, mais extraterrestre au sens propre du terme, c'est-à-dire que ça venait de l'espace. Et ça, les astronomes à l'époque ne s'y attendaient pas du tout, et ça a déclenché une quête pour comprendre l'origine de ce rayonnement. Donc comprendre l'origine de ces rayons gamma. Ce sont des bouffées de rayons gamma qui peuvent durer quelques secondes, qui ne se répètent pas et qui viennent de toutes directions du ciel. Et c'est une recherche qui a duré pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui à vrai dire dure encore de nos jours, qui est très active, mais on comprend beaucoup mieux aujourd'hui le phénomène. Le problème, quand vous voyez, la raison pour laquelle ça a duré si longtemps, c'est que quand vous voyez un événement de ce genre, vous captez du rayonnement gamma. Mais déjà, un détecteur gamma, c'est très myope, ça voit très mal. Donc on a beaucoup de mal à savoir de quelle direction ça vient. Mais en plus, et c'est un problème fondamental en astrophysique, on n'a pas de perspective quand on regarde le ciel. On n'a pas de notion de distance, plus souvent. Et dans ce cas-là en particulier. Donc quand vous voyez un rayonnement gamma qui vous vient du ciel, comment savoir que ce n'est pas une source gamma qui est juste au bout de votre nez, mais que vous ne distinguez pas, vous voyez juste son rayonnement, ou comment savoir si ce n'est pas une source beaucoup plus puissante à beaucoup plus grande distance? Comment savoir si vous allez faire une bougie ou un phare? Et si vous voulez comprendre, ou si vous voulez dire aux théoriciens qui travaillent là-dessus, voilà ce que je vois, voilà ce qu'il faut chercher, il faut les aider, leur donner des indices et leur dire quel type de source ils doivent chercher. Parce qu'en effet, imaginez que ce soit une bougie, c'est une source faible. Donc, c'est par exemple, si vous la mettiez, cette petite bougie, cette source faible, vous la mettiez à la distance du Soleil, vous dites quelle est la source qui peut produire une énergie telle que celle que je vois aujourd'hui sur mon détecteur. Je ne parle pas de savoir si c'est un rayonnement gamma, X ou autre, etc. Juste en termes d'énergie. Quelle est l'intensité de cette source ou quelle est la puissance de cette source pour produire l'énergie que je capte sur mon détecteur? Eh bien, si cette source était sur le Soleil, qui en réalité, en termes astrophysiques, c'est vraiment juste à côté de chez nous, c'est ce qu'on appelle à 8 minutes-lumière, et on raisonne toujours en années-lumière, comme vous allez voir dans un instant. Donc c'est vraiment une petite distance.
Eh bien, il faudrait que ce soit ce qu'on appelle une éjection de masse coronale. Une éjection de masse coronale, c'est représenté ici. Vous avez un morceau de la surface du Soleil et vous voyez une explosion de plasma qui est envoyé dans l'espace, qui se propage parfois jusqu'à la Terre et qui vient créer des tempêtes géomagnétiques. Donc c'est déjà une énergie assez importante. Maintenant, on ne sait pas où se trouve ce phénomène, donc imaginez qu'il se trouve plus loin, qu'il se trouve dans notre galaxie, par exemple. Une étoile dans notre galaxie, en général, elle se situe à des milliers d'années-lumière de nous. Parce que nous, comme je vous l'ai dit, on habite dans la banlieue galactique, on est à 25 000 années-lumière du centre galactique. Donc si je disais que cet objet se situait dans notre galaxie à des milliers d'années-lumière, eh bien pour produire l'énergie que je capte sur mon détecteur, il faudrait un système aussi extrême que quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle un système binaire rayonnant en X. Vous avez une étoile géante, beaucoup plus grosse que notre Soleil, qui se fait dévorer par un trou noir compagnon. Ce trou noir, au champ de gravité si intense, est capable d'happer la matière de l'atmosphère de cette étoile. Cette matière, en tombant sur le trou noir, spirale, elle chauffe, elle rayonne, et elle peut rayonner comme 100 000 soleils dans le domaine des X. Voilà les phénomènes extrêmes auxquels on a affaire. Mais en réalité, on pourrait même être plus imaginatif, et ce qu'ont été les théoriciens. Je vous ai dit que cette quête a duré des dizaines et des dizaines d'années jusqu'à ce qu'on ait à peu près une idée de l'objet auquel on avait affaire. Et les gens se sont dit peut-être que ce sont des phénomènes encore plus rares qui se situent dans d'autres galaxies. Alors maintenant, si je place l'objet dans une autre galaxie, si je prends deux galaxies au hasard dans l'univers, elles vont être séparées d'une distance qui est comparable un peu à la taille de notre univers, ou du moins celui qu'on peut observer. Et là, ça nous place en termes de milliards d'années-lumière, cette fois, donc beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, par conséquent, ce n'est plus du tout une bougie à laquelle on a affaire, c'est un phare gigantesque, c'est un événement absolument cataclysmique, et c'est difficile de chiffrer son énergie. Je pourrais vous donner des puissances de 10, ça ne vous aiderait pas beaucoup. Donc l'ordre de grandeur qu'on peut donner en général, c'est d'utiliser la célèbre formule d'Einstein, E égale mc2, qui associe de la masse m à de l'énergie, c'est-à-dire qu'on peut convertir de la masse en énergie. C'est exactement ce qu'on fait dans les centrales nucléaires, on convertit de la masse en énergie par les réactions nucléaires. Et bien là, l'idée, c'est que si vous pouviez brûler, nucléairement parlant, intégralement notre Soleil, ou l'annihiler par un mécanisme à définir, eh bien vous pourriez alors produire l'énergie qu'on détecte dans ces flash gamma. Donc voilà le type d'objet auquel on a affaire. Donc comme je vous ai dit, il a fallu attendre 30 ans pour trancher ce débat, et ça s'est fait de la manière suivante. Durant les 30 années qui ont suivi l'annonce de l'existence de ces flash gamma par les militaires, les gens ont développé des satellites, des observatoires, des missions pour rechercher ces flash gamma. Et ils ont créé un petit réseau social en orbite qui faisait qu'à chaque fois qu'un satellite dans le domaine gamma voyait un sursaut gamma, il envoyait une alerte sur son réseau social, un réseau interplanétaire, c'est-à-dire qui couvrait toute la planète, tous les observatoires. Il annonçait « j'ai vu un flash gamma dans telle direction, allez chercher voir s'il n'y a pas quelque chose ». Car comme je vous l'ai dit, en gamma, on est complètement myope, donc on voit très mal d'où ça vient dans le ciel. En revanche, en X, on commence à voir déjà un petit peu mieux, et quand on se rapproche du rayonnement visible, l'acuité ne cesse d'augmenter. Donc l'idée, c'est la suivante. Si vous avez une explosion, un phénomène cataclysmique qui génère énormément d'énergie, c'est le cas justement lors d'une explosion nucléaire, au départ, vous générez un flash gamma très puissant, mais après, le milieu va se refroidir et va produire des rayonnements de différentes fréquences, à des fréquences diminuant. Donc vous vous attendez à voir un objet qui est très puissant en gamma, et puis avec le temps va s'estomper, mais en s'estompant, il devrait changer un peu de fréquence et de couleur, passer dans le domaine visible, puis dans le domaine radio. Donc l'idée est représentée par cette animation-là. Vous avez ce flash gamma, et si vous êtes capable d'attraper ce phénomène transitoire assez vite, vous pourriez voir comme ça, quelque part dans le ciel, un phénomène qui change comme ça de fréquence en s'estompant. Et c'est ce qu'ont réalisé à la fin des années 90 la communauté, ce qu'a réalisé la communauté des observateurs, notamment grâce à ce satellite italien Bepo-Sax. Ils ont pu identifier la galaxie haute, ils ont pu mesurer la distance à la galaxie haute, qui se trouvait être de l'ordre de 6 milliards d'années-lumière. Ce qui veut dire que si vous vous rappelez la diapositive précédente, on a vraiment affaire à un phénomène cataclysmique. Et parmi les phénomènes cataclysmiques, on n'en connaît pas beaucoup,
Il se trouve que justement, la coalescence d'étoiles à neutrons, la fusion de ces étoiles à neutrons, telle qu'elle a été proposée dans cet article, fait partie des meilleurs candidats, parce qu'elle pourrait, en théorie, libérer l'énergie voulue. Quand on fait fusionner deux étoiles, quelque part, on annihile une partie de l'étoile, et donc on peut produire cette énergie-là. Je vais vous parler dans un instant justement des étoiles à neutrons, de ce qu'elles sont. Laissez-moi juste vous dire pour l'instant que ce sont en réalité des cadavres stellaires qui sont laissés derrière l'explosion d'une étoile géante. Ce sont des cœurs d'une étoile qui a explosé. Et cette animation que je vous montre maintenant illustre un peu le schéma derrière ce mécanisme. Vous avez ces deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre, qui finissent par fusionner et en fusionnant vont libérer de l'énergie. Et ce qui est assez intéressant dans cette illustration, c'est qu'elle libère de l'énergie sous la forme de pinceaux. Ce sont en fait des jets de matière qui s'étendent dans l'espace à des vitesses qui sont proches, très proches de la vitesse de la lumière. Ce sont vraiment des phénomènes de très haute énergie. Et pour l'observateur qui se trouve dans la direction de ce pinceau, eh bien, il capte un flash gamma très intense. Voilà probablement l'origine d'une partie des sursauts gamma. Alors passons maintenant justement au deuxième point, qui est cette signature caractéristique de ces phénomènes. C'est bien de dire que les sursauts gamma sont associés à ces coalescences d'étoiles à neutrons, mais pour l'instant, ça n'a pas été démontré. On sait juste que ces sursauts gamma, ces phénomènes sont liés à des distances qu'on dit cosmologiques, donc à l'autre bout de l'univers, à de très grandes distances. Et observer la signature justement de cette coalescence nous permettrait d'avancer selon ces voies. Donc laissez-moi juste vous dire une chose sur ces étoiles à neutrons, quelques mots. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment elles naissent dans l'explosion d'une étoile géante. Des étoiles de masses différentes, lorsqu'elles naissent avec des masses différentes, notre Soleil est une étoile assez commune, qui est appelée une naine, un peu péjoratif, mais c'est comme ça. Et des étoiles beaucoup plus massives qui naissent dans l'univers. Et ces étoiles plus massives ne vivent pas très longtemps, parce qu'elles sont très gourmandes et elles brûlent très vite leur carburant nucléaire, et elles finissent par exploser en quelques millions d'années. Alors que notre Soleil, lui, il peut vivre 10 milliards d'années. Voici une étoile comme celle-là, qui est d'apparence standard. Si vous regardez le ciel, vous pouvez voir, c'est assez bas sur l'horizon en ce moment, Antares, l'œil du Scorpion, c'est l'étoile rouge dans la constellation du Scorpion. Ou alors plus tard dans la nuit, vous verrez mieux en hiver les étoiles dans la constellation d'Orion, il y en a beaucoup, notamment Bételgeuse. Eh bien, ce sont des étoiles qui sont sur le point d'exploser. Sur le point d'exploser, ça veut dire que ça peut arriver demain ou ça peut arriver dans 1 million d'années, on ne sait pas, mais ça y arrivera dans les prochains millions d'années. Et lorsque ces étoiles explosent, ça ressemble à quelque chose comme ça, ce sont des étoiles qui vont tout d'un coup dans le ciel se mettre à briller extraordinairement fort pendant plusieurs semaines. Ça va durer plusieurs semaines. Elles peuvent briller comme 100 millions de soleils et elles vont laisser derrière elles un phénomène magnifique qui sont d'abord, c'est ce qui est visible ici maintenant, les restes de l'étoile qui a explosé. Cette étoile qui a explosé va se mettre, ses restes, elle a éjecté ses couches en explosant dans le milieu interstellaire. Et ces couches vont se mettre à se déplacer à des vitesses de plusieurs millions de kilomètres heure pour balayer l'espace. Et en son sein, peut-être, on trouvera, comme une perle dans un beau coquillage, on trouvera une étoile à neutrons. Cette animation, c'est une animation donc, sur ordinateur, mais elle arrive à une image qui est réelle et qui est bien connue dans le ciel, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse du Crabe. Cette nébuleuse du Crabe, là aussi, vous pouvez la voir actuellement, mais plutôt en hiver, en fin de nuit, dans la constellation du Taureau. Et elle est tout à fait accessible au télescope amateur, pour ceux qui sont intéressés. Donc ce reste de supernova, on le connaît bien, parce que c'est une supernova qui a explosé en l'an 1054. On le sait précisément, on connaît même le jour et le mois, c'était en juillet de l'an 1054, parce que les astronomes chinois de l'époque l'ont vu et l'ont enregistré sur leur tablette, dans leurs écrits. Et c'est une étoile qui était visible de jour pendant plusieurs semaines. Alors, je dis étoile, mais c'est évidemment une supernova, donc une étoile qui a explosé. Et si on veut voir en son sein l'étoile à neutrons, on va aller la chercher, alors il faut utiliser un procédé, il faut aller voir dans d'autres longueurs d'onde, encore à plus haute fréquence, parce que les étoiles à neutrons sont des astres ultra-énergétiques, ce sont en fait des têtes d'épingle condensées. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est le cœur de l'étoile qui faisait la masse à peu près du Soleil et dont la taille était proche de celle de la Terre. C'était ce qu'il y avait au cœur de cette étoile qui est entrée et qui est en supernova. Et le cœur de cette étoile s'est effondré sur lui-même en une tête d'épingle qui ne mesure pas plus de 10 km. C'est un peu comme si vous pouviez mettre une étoile entre ici et Sagone, par exemple. 10 km.
Mais ces 10 km, dans ces 10 km, il y a autant de matière que dans notre Soleil. La masse est la même que celle du Soleil. Et donc c'est un astre incandescent à très haute température, peut-être 10 millions de degrés, 100 millions de degrés, qui rayonne donc dans le domaine des X. Donc pour aller voir cette étoile à neutrons, on utilise ce système qui consiste à superposer des images de différentes fréquences en attribuant des couleurs aux fréquences que nos yeux ne peuvent pas voir. C'est un peu compliqué, ce qu'on appelle une carte en fausse couleur. Et donc vous voyez sur cette carte en fausse couleur, le violet symbolise le rayonnement X. Et si on retire justement tous les autres rayonnements qu'on laisse que le rayonnement X, alors on fait apparaître cette espèce d'image un peu fantasmagorique. C'est voici au cœur l'étoile à neutrons du crabe et autour la nébuleuse du crabe, comme on l'appelle, qui a été soufflée par l'étoile à neutrons. Donc voici pour les étoiles à neutrons. Maintenant, on veut mettre deux étoiles à neutrons ensemble et on va regarder ce qui se passe lorsque ces deux étoiles à neutrons entrent en coalescence. Là encore, une animation qui, cette fois, va vous montrer que cette coalescence d'étoiles à neutrons, le fait que ces deux étoiles tournent autour de l'autre, se rapprochent, puis entrent en fusion, laisse un signal très caractéristique qu'on cherche à détecter depuis très longtemps. Ce signal est assez difficile à décrire, et cette animation va vous le montrer sous la forme d'une couleur bleue. Là encore, c'est une fausse couleur, parce que c'est un rayonnement que nos yeux ne peuvent pas percevoir. Ils ne peuvent pas le percevoir parce que ce n'est même pas de la lumière. C'est un rayonnement que vous pouvez comprendre comme étant comme un petit, on dit un tremblement d'univers, c'est en fait une petite perturbation de la trame de l'espace-temps. C'est comme si vous lâchiez un caillou dans une mare, dans une flaque d'eau, et vous verriez ces ondes concentriques s'éloigner du caillou. Ça correspond un petit peu à ça, mais c'est un signal qui va perturber localement ce qu'on appelle la trame de l'espace-temps. Je serai un tout petit peu plus précis dans un instant. Donc vous avez ces deux étoiles qui dansent l'une autour de l'autre, parce qu'elles sont sujettes à leur propre gravité, elles vivent en couple, et donc elles dansent l'une autour de l'autre, et vous voyez cette zone bleutée qui apparaît, ça correspond à ces vagues, comme notre petit caillou, là, notre petit caillou sont ces deux étoiles, qui produisent ces vagues, ce rayonnement gravitationnel qui s'échappe de ces deux étoiles en fusion, et qui va aller parcourir l'univers à la vitesse de la lumière. Et évidemment, selon les prédictions des théoriciens, lorsque ces deux étoiles entrent en fusion, elles donnent lieu aussi à un phénomène explosif extrême qui dégage le rayonnement observé. Alors, par contre, je n'ai jamais compris pourquoi dans cette animation, il laissait au centre un point blanc, puisqu'en théorie, ça devrait laisser à la fin plus qu'un trou noir, et ça devrait disparaître à jamais. Voici une autre animation qui va montrer un peu le principe de détection. Ce qui est représenté ici, c'est notre petit caillou qui est tombé dans la mare. Vous voyez les ondes concentriques qui s'éloignent à la vitesse de la lumière. Donc au centre, notre binaire d'étoiles à neutrons est entré en coalescence, en fusion. Les ondes s'échappent et parcourent l'univers. La Terre se trouve quelque part. Ces ondes vont balayer la Terre comme elles nous balayent nous. Alors je peux vous avouer... Oui ? Oui. Oui, ce sont des systèmes qui sont loin de tout, qui sont extrêmement isolés. Donc, la distance entre les étoiles est telle que l'effet de ces phénomènes sur d'autres étoiles n'est pas très conséquent. Ni même le rayonnement. D'ailleurs, je vais vous montrer dans un instant, ce rayonnement est sans conséquence absolue parce qu'il est d'une amplitude extraordinairement faible. Ce qui est important de noter d'ailleurs, c'est que ce rayonnement nous traverse en permanence. Vous êtes en permanence travaillé par des rayonnements de ce type, mais vous ne le sentez pas parce que ça n'a aucune influence sur nous, ni sur la salle, ni sur quoi que ce soit. Mais les chercheurs ont réussi à construire des détecteurs d'une sensibilité telle qu'eux arrivent à les voir. Donc vous voyez, la coalescence a lieu, le rayonnement s'échappe, traverse l'univers, il va balayer la Terre, et là vous allez voir un peu l'effet, une animation très grandement exagérée de ce que ça peut faire sur la Terre. Ce rayonnement gravitationnel, lorsqu'il perturbe la trame de l'espace-temps, elle en revient à changer localement les notions de longueur et de temps. Ça revient à dire que lorsque cette onde passe quelque part, elle va changer dans une direction, elle va peut-être allonger les distances dans une direction, les contracter dans une autre. Et puis ça va comme ça en oscillant. Mais ça n'a pas du tout cette influence-là, rassurez-vous. Il ne se passe absolument rien. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant.
Alors comment détecter ce rayonnement? Eh bien, les chercheurs travaillent là-dessus depuis les années 1970. Ils ont construit des détecteurs absolument gigantesques. Vous en voyez un ici, c'est le détecteur européen Virgo, qui est situé dans la campagne italienne, et c'est ce qu'on appelle un interféromètre gravitationnel. Le principe d'un interféromètre est d'avoir deux bras, c'est ce que vous voyez ici, et chacun de ces bras mesure 3 km de long. Plus les bras sont longs, plus l'instrument sera sensible. Et il y a tout un tas de contraintes qui s'imposent sur ces instruments. Et le principe de fonctionnement de cet instrument est le suivant. Je vous ai dit que quand l'onde gravitationnelle passe, elle tord les distances, elle peut contracter les distances dans une direction au même moment qu'elle va les dilater dans une autre. Si elle passe sur cet interféromètre, elle va contracter une petite partie infime, la taille de ce bras, pour dilater l'autre. Et le principe d'un interféromètre, c'est de pouvoir mesurer avec une précision extrême la distance relative ou la taille relative des deux bras. Donc c'est comme ça qu'on on détecte ces événements. Une autre façon de voir ces expériences, peut-être, c'est de les voir comme des sismographes sur l'univers. Cette espèce d'instrument posé sur la Terre qui est un sismographe qui écoute ce qui se passe dans l'univers. Ou alors une autre analogie, c'est peut-être si vous êtes amateur de Lucky Luke, il y a toujours ces représentations de ces Indiens d'Amérique qui ont la tête collée par terre, l'oreille collée par terre, et qui, en écoutant le sol, sont capables de savoir combien de soldats américains approchent et à quelle distance. C'est exactement ça, ces instruments écoutent l'univers, ils écoutent un rayonnement que nous ne pouvons pas percevoir, mais qu'ils peuvent maintenant détecter depuis à peu près 8 ans seulement. Voici le principe de fonctionnement de cet instrument Virgo. Vous avez en rouge ici, c'est la source d'un rayon laser. Elle envoie ce rayon laser qui va passer par ce miroir qui va répliquer le rayon laser dans deux directions, vers ce bras-là et cet autre bras. Au bout, vous avez des miroirs. Ces miroirs réfléchissent le laser, c'est bien que le laser fait des allers-retours, et ils sont recombinés après ici dans ce détecteur. Mais ils sont recombinés d'une telle manière à faire en sorte que si la distance des deux bras est exactement la même, les distances des deux bras sont vraiment les mêmes, alors aucune lumière ne devrait apparaître sur le détecteur. Et dès qu'une distance change un peu, on voit apparaître de la lumière sur le détecteur. Comme vous pouvez évidemment le comprendre, toute forme de mouvement, toute forme de bruit sismique gêne cette détection, est une source de bruit pour le détecteur, parce que tout mouvement sismique va faire bouger un petit peu les bras. Et c'est vraiment là une des limites de ces détecteurs. Ce sont les sources des bruits qui agissent dessus. Ce que vous avez vu là, c'est justement une illustration qui montre un peu le passage d'une onde gravitationnelle et qui vous montre à quel moment vous voyez de la lumière, et justement vous voyez la lumière apparaître ou pas. Il faut bien comprendre que c'est un signal, encore une fois, qui est extraordinairement faible. Et pour vous donner une ordre de grandeur, une idée, si vous voulez, de ce signal, détecter ce signal, vous avez un bras qui fait 3 km dans une direction, 3 km dans l'autre, et il faut arriver à mesurer un écart de distance entre les deux qui représente à peu près 1/1000 de la taille d'un atome. Sachant qu'un atome, c'est déjà 1 million de fois plus petit que le cœur d'un atome, sachant que le cœur d'un atome est lui-même 1 million de fois plus petit que la taille d'un atome, qui elle-même, vous voyez, est déjà presque 9 ordres de grandeur en deçà des distances qui nous sont familières. C'est ce que les physiciens ont maintenant réussi à faire, comme je vous le dis, depuis 8 ans. Et là, le 17 août 2017, je ne sais pas où vous étiez, j'étais en vacances et il m'a fallu des semaines pour être mis au courant de ça, en fait. Une alerte gravitationnelle a été lancée, parce que là, c'était le jackpot complet, et l'or pouvait couler à flot, parce que ce jour-là, les détecteurs, ils sont au nombre de 3. Vous avez deux détecteurs américains qui s'appellent LIGO, et le détecteur européen qui s'appelle Virgo, qui ont vu un signal d'onde gravitationnelle qui, de façon absolument non ambiguë, était la signature de la coalescence de 2 étoiles à neutrons. En voyant ce signal et en l'analysant, les physiciens étaient capables de dire « Vous avez affaire à 2 étoiles à neutrons qui viennent d'entrer en collision. Chacune des étoiles à neutrons pesait à peu près une masse solaire, et cette collision a eu lieu à peu près dans cette direction. Là, par contre, ils ne voient pas très bien dans le ciel. Mais à une distance, ils connaissent la distance exacte, de 130 millions d'années-lumière. » Et au passage, vous pouvez apprécier le fait que ce détecteur a été mis en service en 2016 pour détecter ces événements, et qu'1 an plus tard,
il a détecté un signal qui venait d'une galaxie située à 130 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que le signal était parti de la galaxie il y a 130 millions d'années. À l'époque, il n'y avait que des dinosaures sur notre planète. Donc, il est arrivé juste à temps dans ce détecteur. Et ce signal est représenté ici, c'est un petit peu compliqué à voir, mais tout ce que vous voyez en bleu, c'est du bruit. Je vous ai dit, le bruit, c'est vraiment l'ennemi principal de ces détecteurs. Et ce signal, ce sont ces couleurs vertes que vous voyez apparaître. C'est l'intensité du signal. Et vous pouvez le voir, c'est un diagramme temps-fréquence. Donc le temps zéro, c'est le moment où les étoiles à neutrons sont entrées en fusion. Avant, donc c'est ce qui s'est passé avant. Et sur l'axe vertical, c'est la fréquence de ce rayonnement gravitationnel. Schématiquement, alors il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, ils ont découvert beaucoup d'autres, mais pas de ce type-là. Ce type-là est unique, les binaires d'étoiles à neutrons. Et c'était une surprise, c'est que la plupart des événements qu'ils détectent, ce sont en fait des fusions de trous noirs. Mais en revanche, les détecteurs viennent d'entrer très récemment en mode d'opération dans un domaine de sensibilité amélioré, parce que chaque fois ils s'interrompent et ils améliorent leurs détecteurs, ils recommencent des campagnes d'observation. Et donc là, normalement, ils devraient en voir, s'ils en ont peut-être déjà vu, mais ça devrait aller encore à un rythme plus important. Donc pour comprendre ce signal, vous voyez, c'est un signal qui part à basse fréquence. Et ce basse fréquence, ça correspond à ces deux étoiles qui sont éloignées et qui tournent l'une autour de l'autre lentement. Et plus elles se rapprochent, plus elles se tournent vite. Plus elles tournent vite, plus la fréquence du rayonnement émis est élevée. Et puis à la fin, ça s'emballe et ça fait whip. Et c'est la fin, c'est ce signal qui s'emballe ici et on atteint la fusion des deux étoiles à neutrons. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un signal caractéristique qui est assez bien compris au niveau analytique, au niveau de la théorie, de la physique. C'est un signal qui est très bien modélisé par ordinateur maintenant. Et la courbe de ce signal, lorsqu'elle est apparue, c'était une pure merveille parce que ça collait parfaitement avec ce que les gens avaient calculé et prédit. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pu remonter l'étoile à neutrons. Et alors la raison pour laquelle c'était le jackpot, c'était pas seulement ça, c'est que 2 secondes plus tard, ils ont vu un sursaut gamma dans une direction à peu près comparable. C'est ce qui est représenté ici. Vous avez le signal de cette onde gravitationnelle. Et au-dessus, vous avez le signal de photons dans le domaine gamma, vu par 2 satellites, satellite américain Fermi, satellite européen intégral. Et vous voyez, ça c'est le temps auquel les 2 étoiles à neutrons ont fusionné. Vous avez beaucoup de bruit, mais tout d'un coup, on voit un signal gamma. C'est un sursaut gamma qui a eu lieu, à peu près dans la direction. Ce qui veut dire que cette théorie selon laquelle ces étoiles à neutrons qui entrent en fusion sont associées au sursaut gamma est maintenant validée. Mais on peut aller encore plus loin, parce que ce jour-là, l'alerte a été lancée et tous les télescopes, presque tous les télescopes se sont braqués là-dessus. Il s'agissait de chercher justement quelle était la galaxie haute, voir si on voyait quelque chose de spécial. Donc c'était vraiment, c'est le 3e point auquel je veux venir, c'était vraiment une ruée vers l'or en quelque sorte, parce que ce que les gens ont vu en faisant cette recherche, c'est qu'ils ont vu la signature de la synthèse de l'or dans cet événement. Laissez-moi vous expliquer comment. Déjà, voici une petite vision panoramique des télescopes de ce qu'on appelle l'ESO, c'est European Southern Observatory, c'est l'ensemble des télescopes européens qui sont situés dans le désert chilien, le désert d'Atacama, et avec lesquels les gens observent le ciel et notamment vont traquer cet événement. Ici, en haut, c'est un télescope de la NASA, c'est le satellite Fermi, c'est celui qui a vu le flash gamma, justement. Donc c'est le même système d'alerte que celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le signal d'onde gravitationnelle a été transmis à tout le réseau, le signal du sursaut gamma par Fermi a aussi été transmis. Tous les satellites X optiques se sont braqués sur cet événement pour essayer de le trouver. Mais ce n'est pas si facile parce que les domaines de recherche étaient très larges. Le domaine de recherche indiqué par les détecteurs d'ondes gravitationnelles, c'était à peu près la taille de 150 pleines lunes dans le ciel. Vous prenez la pleine lune, vous en mettez 150 côte à côte, ça fait une grande zone dans le ciel et c'était à peu près là où il fallait chercher. Donc c'est encore une animation qui vous montre un peu comment ça se passe. Ils avaient une zone du ciel dans laquelle ils devaient aller chercher, cette zone-là. Et après, tous les télescopes sont allés scruter peu à peu les différentes zones pour essayer de trouver. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Et bien, comme tout à l'heure, ils cherchaient un phénomène qui s'estompait avec le temps en changeant de fréquence, en changeant de couleur. Donc, ce phénomène transitoire caractéristique de ce qu'on appelle une rémanence de sursaut gamma.
Et c'est ce qu'ils ont, vous voyez, il faut vraiment zoomer pour aller chercher, parce que l'univers est très vaste, hein, et dans une pleine lune, il y a déjà beaucoup de choses. Et finalement, en zoomant, ils ont fini par trouver ce phénomène transitoire qui est représenté ici. Vous voyez, son éclat change avec le temps, qui est représenté ici, vraiment dans la périphérie de cette galaxie. Et vous voyez la couleur changer avec le temps, passer du bleu au rouge, c'est-à-dire des hautes aux basses fréquences. Et c'est exactement le phénomène qu'il cherchait. Eh bien, la distance de cette galaxie haute, c'est 130 millions d'années-lumière. C'est exactement celle qui avait été mesurée par les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc, ils savent bien qu'ils ont affaire au même phénomène. Et ce qui est extraordinaire ce jour-là, c'est que cet éclat rouge qu'ils ont vu, c'est un éclat rouge particulier qui témoigne de la synthèse de l'or pour des raisons qui sont un petit peu plus compliquées à expliquer, mais qu'on peut comprendre de la manière suivante. Lorsque vous avez une explosion dans le ciel, un phénomène explosif, c'est une explosion, ça va dégager de l'énergie, puis après l'énergie va se détendre, le nuage explosif va se détendre. En se détendant, il se refroidit, et donc la luminosité baisse brutalement. Ce n'est pas du tout ce qu'on a vu dans ce cas-là. On a vu donc un phénomène explosif, mais avec une luminosité qui tendait à traîner un peu. Elle ne voulait pas s'effacer, rester dans le rouge. Et ça, c'est caractéristique d'un phénomène dans lequel on a un nuage effectivement qui s'étend dans le ciel sous l'effet de l'explosion, de l'énergie dégagée, mais dans lequel on rajoute de l'énergie, on l'empêche de se refroidir. Et cet ajout d'énergie, c'est la signature de la synthèse d'éléments lourds, parce que c'est de l'énergie radioactive qui est injectée par des éléments très lourds. Lorsque ces deux étoiles à neutrons entrent en coalescence, donc elles sont en orbite serrée, à la fin elles entrent en fusion, et elles sont capables d'arracher un petit peu de leur matière juste avant vraiment de fusionner. Donc ce sont des phénomènes comme des forces de marée. Vous voyez la marée qui vient tirer la mer sur notre Terre, bien là, c'est une étoile à neutrons qui tire la matière de l'autre étoile à neutrons, et dans ce système dynamique, à la fin, ça finit par un petit peu qui s'échappe. C'est quelques pourcents juste de l'ensemble des deux étoiles qui va s'échapper. Mais ça suffit, et ça produit cette espèce de nuage qui est chauffé à 1 milliard de degrés, et qui s'étend à une fraction appréciable de la vitesse de la lumière, qui va balayer l'espace. Et ce faisant, tout au cours de l'exposé, vous aurez noté que la qualité des animations ne cesse de diminuer. Et là, c'est le cas. Voilà. Donc ce nuage s'étend, il devient rouge, il grossit, il se refroidit, mais il ne se refroidit pas aussi vite qu'on devrait. En réalité, il prend son temps, et s'il prend son temps, c'est parce qu'on a procédé à la synthèse de l'or par un processus nucléaire que je serais heureux de vous décrire, mais qui n'est pas très intéressant dans ces détails si vous n'êtes pas physicien intéressé par la physique nucléaire. Là, le point important, finalement, c'est que lorsqu'on fabrique de l'or, mais aussi du platine d'ailleurs, hein, lorsqu'on fabrique de l'or, je me focalise tout le temps sur l'or parce que c'est le fil de notre discussion, mais il y a de nombreux éléments qui sont synthétisés ici, et notamment de l'uranium d'ailleurs, et ce sont des éléments qui sont extraordinairement radioactifs, et lorsqu'ils se désintègrent ou lorsqu'ils fissionnent, eh bien, ils dégagent de l'énergie. L'énergie qui est dégagée, c'est un peu représenté par ces flèches jaunes, c'est ce qui va chauffer ce milieu. Et en chauffant ce milieu va rester un peu plus longtemps avec cette luminosité caractéristique. Alors je vous rassure, c'est que l'analyse que font les astronomes de ce phénomène est beaucoup plus poussée que la façon dont que ce que je décris ici. Et en réalité, ils regardent justement le rayonnement qui est émis en fonction du temps, en fonction de la fréquence, et ils essayent de reproduire ce rayonnement avec des modèles qui tournent sur supercalculateurs, ce sont vraiment des modèles très compliqués, qui font intervenir à la fois la dynamique de l'explosion et la dynamique de la synthèse nucléaire de tous ces éléments, ce qui est un procédé assez compliqué. Et ils sont capables, effectivement, de montrer, de calculer à peu près hein, de quelle masse, de quel élément a été synthétisé à quel moment dans ce phénomène. Et on peut dire ainsi que chacune de ces étoiles, de ces collisions d'étoiles à neutrons, a synthétisé à peu près 10 fois la masse de la Terre en or, 10 fois la masse de la Terre en platine, et pareil pour l'uranium et les autres. Donc ça nous paraît beaucoup à notre échelle, mais à l'échelle d'une étoile, ce n'est pas grand-chose, parce que la masse de la Terre, ce n'est pas grand-chose à l'échelle d'une étoile. Et donc ça clôt en quelque sorte notre démonstration, c'est-à-dire qu'on a maintenant rassemblé tous les faits observationnels qui nous permettent de dire qu'on comprend, au moins dans les grandes lignes, ces phénomènes, qu'on sait d'où vient l'or, il vient de cette fusion d'étoiles à neutrons.
Mais ce que je voudrais, pour terminer cette conférence, c'est vous reprendre les choses dans le bon ordre et vous montrer comment, du point de vue de l'univers, ça se passe. Donc au démarrage, vous devez fabriquer des étoiles. Vous voulez fabriquer un couple d'étoiles qui va devenir un couple d'étoiles à neutrons qui après va fusionner. En vérité, on ne sait pas encore exactement comment ça se passe. Il y a beaucoup d'incertitudes sur de nombreux pans de cette histoire. Mais disons, on connaît les grandes lignes. Pour former des étoiles, on sait qu'il faut des grandes masses de gaz et que dans ces grandes masses de gaz, faire apparaître des espèces de grumeaux et que ces grumeaux sont des nuages moléculaires qui vont s'effondrer sur eux-mêmes et qui vont fabriquer des étoiles. Des espèces de pouponnières stellaires au sein desquelles les étoiles naissent. Ces étoiles naissent parce que, en quelque sorte, le nuage de gaz, faut savoir, est soumis à sa propre gravité, donc il est tellement gros, tellement immense, qu'il est sujet à sa propre gravité qui tente à le ramasser sur lui-même. Et lorsque cela se produit, le nuage s'effondre et puis il va se condenser en certaines régions jusqu'à un point, et en ce point-là, il aura allumé une étoile. Très souvent, d'ailleurs, il n'allume pas une seule étoile, il va allumer énormément d'étoiles en même temps, et là où il allume une étoile, il va allumer plusieurs étoiles, des systèmes binaires. Et donc, par exemple, le système d'étoiles le plus proche de nous, le système alpha du Centaure, c'est en fait un système de 3 étoiles qui tournent les unes autour des autres, à quelques années-lumière de nous. Et vous voyez là un exemple, c'est une grande nébuleuse avec en son centre un amas d'étoiles jeunes. Ce sont des étoiles qui ont été créées il n'y a pas si longtemps, finalement quelques millions d'années, parce qu'on sait qu'elles ne vivront pas tellement plus. Donc voici un exemple d'une autre grande nébuleuse, la nébuleuse de la Carène. Et vous voyez aussi par endroits des amas d'étoiles jeunes qui ont été créés. Et si vous prenez dans certaines de ces régions, vous pouvez aller chercher des systèmes binaires d'étoiles massives, parce que c'est ce qu'on veut. Pourquoi on veut des étoiles massives? Parce qu'on sait que ce sont les étoiles massives, beaucoup plus massives que le Soleil, qui vont devenir supernovas et après étoiles à neutrons. Et donc voici un couple célèbre qui s'appelle Eta Car, donc c'est l'étoile Eta de la constellation de la Carène. C'est un couple d'étoiles massives qui, vous ne les voyez pas, elles sont au centre, elles tournent en orbite très rapprochée. Je crois que leur orbite dure 5 ans. Alors ça vous dit peut-être pas beaucoup, mais notre orbite autour du Soleil, c'est 1 an. Mais nous ne sommes qu'une planète. Là, on a affaire à 2 étoiles qui sont toutes les deux beaucoup plus grosses que le Soleil et qui tournent en orbite très rapprochée, très vite, l'une autour de l'autre. Et ce faisant, elles soufflent des vents et leurs vents entrent en interaction l'un avec l'autre et finalement pour produire, lors de grandes éruptions, cette structure de la nébuleuse de la Carène. Alors, je ne vous dis pas du tout que cet couple d'étoiles va devenir un couple d'étoiles à neutrons. En réalité, c'est même très peu probable. Parce que lorsque vous formez des étoiles, moins d'une étoile sur 100 sera un système d'étoiles massives, un système binaire d'étoiles massives. Et parmi ces systèmes d'étoiles massives et systèmes binaires, donc 2 ou plusieurs étoiles rapprochées, comme celle-ci, eh bien moins d'un sur 1000 aura les propriétés requises pour former ces 2 étoiles à neutrons qui entreront en fusion. Donc ce sont vraiment des événements très rares. Et dans notre galaxie, on estime que ça se produit à peu près une fois tous les 10 à 100 000 ans. En voici une autre qui est absolument spectaculaire, ce qu'on appelle APEP, l'étoile serpent. Vous voyez 2 étoiles, en réalité il y en a 3, il y en a 2 qui se cachent ici au centre. C'est aussi des systèmes de binaires d'étoiles massives, un système triple là d'ailleurs. Des étoiles beaucoup plus grosses que le Soleil, qui soufflent des vents, c'est-à-dire qu'elles recrachent leur couche extérieure dans le milieu ambiant. Et ce faisant, elles vont sculpter, vous voyez, cette espèce de nébuleuse aux propriétés géométriques assez incroyables. Et elle a été nommée Apep. Apep était le dieu serpent dans le panthéon égyptien, probablement en raison de la forme ici. Donc vous savez que vous créez votre système d'étoiles massives, vous devez les laisser brûler. Elles vont brûler, consommer leur carburant nucléaire, et puis à la fin, elles vont finir par exploser. Alors le point crucial ici, c'est que lorsque l'étoile explose, ça revient un peu à votre question tout à l'heure, c'est que lorsque l'étoile explose, il ne faut pas qu'elle expulse sa compagnon du système. Parce qu'on veut que les 2 étoiles puissent exploser, mais qu'à la fin, il reste ce système binaire d'étoiles à neutrons. Et c'est pour ça que les conditions requises pour former ces systèmes de coalescence d'étoiles à neutrons sont très particuliers. Donc voici, on fait exploser une supernova pendant que l'autre étoile continue de vivre. Encore une fois, pardon pour la qualité de l'ensemble de l'animation. Et vous faites exploser l'autre étoile. Vous avez laissé ici une étoile à neutrons au centre. Faites exploser l'autre étoile. Tout ça, ça se passe sur des millions d'années, parce que ce sont des étoiles massives qui ont un temps de vie assez court.
et vous vous retrouvez avec votre étoile à neutrons. Et puis ces deux étoiles à neutrons, maintenant, sont situées à une certaine distance l'une de l'autre, et elles vont commencer leur danse. Donc elles vont commencer lentement à se rapprocher l'une de l'autre. Et ça peut prendre très longtemps. En général, ça prend à peu près 1 milliard d'années. Et au bout de ce milliard d'années, ces deux étoiles vont se mettre à rapprocher. Elles vont générer ce signal gravitationnel qui, encore une fois ici, est illustré par ces zones bleutées. Ce signal gravitationnel qu'on a maintenant détecté, elles vont entrer en fusion. En entrant en fusion, elles vont produire ce sursaut gamma. Ce sont ces jets qui se déplacent dans l'espace. Et dans les zones internes de cette explosion, les quelques pourcents de matière de ces étoiles à neutrons qui ont été décrochés, arrachés lors du phénomène, eh bien, vont donner lieu, comme je vous l'ai dit, à la synthèse de l'or. Et puis après, eh bien, cette matière qui a été recrachée dans le milieu ambiant se mélange au gaz de la galaxie. Tout ça, ça s'est passé dans notre passé lointain. Ça se mélange au gaz de la galaxie. Un jour, la Terre, le système solaire vient se former. La Terre se forme à partir de ce gaz. Et puis, vous vous retrouvez avec de l'or sur vos doigts. Alors, voilà. Donc, pour résumer, tout l'or que vous portez a été façonné à partir d'éléments qui ont connu le cœur d'une étoile géante en explosion, une supernova, pour devenir après matière d'étoiles à neutrons, pour après fusionner avec d'autres éléments semblables, être façonné, transmuté dans ce chaudron extrême pour faire de l'or. Et donc j'espère que ça vous permettra d'apprécier d'autant plus la valeur de ce symbole, et je vous remercie pour votre attention.